Bon, ben, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Alors, on va parler de PowerShell Universal. Avant de commencer, juste qui ne connaît pas PowerShell Universal? D'accord. Sinon, les autres, vous savez au moins, vous savez ce que c'est, mais vous savez peut-être utiliser un petit peu, pas plus que ça. Donc voilà. Donc on va passer donc 1 heure et demie ensemble et on va faire une vraie installation et puis on va faire une vraie petite application simple. Je vais vous expliquer pas à pas et vous allez suivre mon écran. Quand tu vois la fumée qui sort par les oreilles, une petite voilà. Non, ça sera plus simple, je pense, que la présentation d'à côté, qui sera déjà en anglais et high level, puisque Adam, à côté, c'est lui qui a créé PowerShell Universal. Mais on pourra à la pause, à la pause déjeuner, aller le voir et puis discuter avec lui. Alors, merci d'abord à tous les sponsors qui sponsorisent cet événement, sans quoi cet événement n'aurait pas pu être possible. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Arnaud Petitjean, je vis du côté de Bordeaux. Je suis consultant et formateur PowerShell. J'ai commencé dans l'IT un petit peu avant les années 2000, donc j'ai quand même pas loin de 25 ans d'expérience. Je suis aussi auteur de livres, on le verra dans la slide suivante. Ben voilà. Donc j'ai écrit tous ces livres. Alors ces livres-là sont en français, vous les connaissez peut-être, ils sont édités chez ENI. Et puis ceux-là sont en anglais, donc j'ai participé à la rédaction de ces livres. D'ailleurs, Gaël a mis en exposition celui-ci, juste à l'entrée. C'est un livre collectif où chaque personne pouvait écrire un chapitre. Donc moi, j'ai écrit un chapitre et puis j'ai participé au dernier en tant qu'éditeur. Je suis MVP depuis 2008. Donc j'étais le premier MVP français. PowerShell étant sorti en 2006. Et j'ai créé le forum PowerShell de la communauté francophone, PowerShellScripting.com, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller. Si vous avez des questions à poser en français, vous trouverez pas mal de réponses. Et puis, je vous répondrai également. Et puis, j'ai fondé la société Start Scripting il y a 3 ans, enfin il y a 4 ans maintenant. On va en parler juste après. Voilà, donc Start Scripting, eh bien, c'est un organisme de formation 100% dédié à PowerShell. Voilà, en fait, je suis tout seul dans cette société. C'est moi qui l'ai fondée et pour l'instant, je suis seul. Et donc, l'activité, c'est de la formation et du conseil aux entreprises, du consulting. Voilà, donc j'interviens chez différentes entreprises à la demande pour développer du script ou assister à démarrage de projet. Et je suis aussi distributeur du logiciel PowerShell Universal, dont on va parler tout de suite. Allez, rentrons dans le vif du sujet sans plus attendre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas PowerShell Universal, eh bien, c'est ce qu'on appelle un framework web. C'est-à-dire que c'est un ensemble de logiciels, une petite couche logicielle, enfin une belle couche logicielle quand même, qui va vous permettre de faire des applications web sans avoir à connaître comment marche vraiment le web. C'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir tout faire en PowerShell, et ce qui fait que avec nos connaissances d'administrateurs système, puisqu'on est tous plus ou moins admin système, on vient de l'IT, on n'est pas des développeurs, eh bien on va pouvoir faire des choses intéressantes, plus que du script simple. Voilà. Et PowerShell Universal, donc, en plus de nous permettre de créer des pages web ou des applications web, permet également de créer des API REST. On verra ce que c'est les API REST. Est-ce que ça parle à tout le monde, les API REST, ou il y en a parmi vous qui ne connaissent pas les API REST? Non, ouais, tu ne vois pas trop ce que c'est. Bon, on va en parler après. PowerShell Universal, moi, j'ai tout de suite adhéré à ce produit-là quand il est sorti en 2017, quand Adam a sorti la première version, parce que je me suis dit, waouh, c'est génial. Avec mes simples connaissances PowerShell, je vais pouvoir faire des trucs en plus dont j'ai toujours rêvé, pouvoir faire un site web. Je rêvais de pouvoir faire un peu l'équivalent de PHP, c'est-à-dire coder du web avec du PowerShell. Eh bien,
Adam Driscoll l'a fait, et ça c'est chouette. Et donc on va voir que PowerShell Universal, on a deux versions disponibles. On a une version entreprise avec des fonctionnalités d'authentification avancées, et on a une version gratuite qui va permettre d'utiliser PowerShell Universal pour des projets personnels. C'est une version assez complète, mais elle n'a pas les fonctionnalités d'entreprise, qui est l'authentification avancée, l'intégration Active Directory, la gestion des rôles. Mais on fait déjà beaucoup de choses avec la version gratuite. Et ce training sera axé autour de la version gratuite. Parce que vous allez voir, ça va quand même passer vite. Alors, petit disclaimer, voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas développeur, je viens de l'IT, je suis admin système, ingénieur système, et moi, mon objectif, c'est de me simplifier la vie, gagner du temps, et puis aussi de rendre la vie plus simple aux IT pros comme moi. Et puis, comme vous le savez, il n'y a pas une seule façon unique de faire, il y a toujours 50 manières différentes de faire les choses. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ma façon de faire, mais peut-être que vous, avec votre mindset, vous ferez les choses autrement. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, on va commencer... Oui. Juste une question, la différence entre PowerShell Universal et par exemple Power Apps. Si on utilise Power Apps pour faire des applications. Alors, pour être tout à fait franc, je ne connais pas très bien Power Apps, mais Power Apps, c'est Microsoft, hein, c'est ça ? C'est, à mon avis, deux approches complètement différentes. Avec Power Apps, qu'est-ce qu'on fait avec Power Apps ? Ouais, bon, on crée des applications, c'est comme un logiciel pour développer des pages web. Et c'est un peu du no-code, non ? Ou du low-code, c'est-à-dire on code pratiquement pas, c'est du drag and drop. La différence essentielle, ça va être qu'on va utiliser PowerShell, nos compétences PowerShell pour développer des applications. Voilà. Il faut quand même connaître PowerShell. Sans PowerShell, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors, ce que je n'ai pas dit, enfin si, je l'ai peut-être dit, mais je suis passé un peu rapidement, c'est que PowerShell Universal nous permet de créer des API REST, des pages web ou des applications web, mais aussi des applications de bureau. C'est-à-dire on peut transformer notre application web en une application exécutable pour Windows. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par créer des API REST avec authentification et sans authentification. On va créer des formulaires web avec des champs de saisie qui vont nous permettre d'interagir avec les API REST que l'on a créés. Et puis, je vous montrerai également comment créer un tableau de bord avec des graphiques animés, avec des barres graphes, des courbes qui s'animent en temps réel. Alors, on va prendre un cas d'usage assez simple, parce que je n'ai pas prévu qu'on soit dans un environnement complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une API REST pour manager les comptes locaux de votre machine. Voilà, donc vous allez installer PowerShell Universal en local sur votre machine, et puis on va créer une API pour gérer les comptes locaux. Donc on va créer en réalité plusieurs API, une qui permet de lister les comptes locaux, une qui va permettre de créer un compte, et puis une qui va permettre de supprimer un compte. Et ensuite, on créera une application web qui va nous permettre de gérer les comptes à travers une page web. Ça va, ça vous intéresse, ça vous convient ? Alors, j'ai pris cet exemple-là pour que ce soit simple, mais après, vous pouvez le transposer à l'administration Active Directory ou créer des comptes dans n'importe quelle application ou faire n'importe... les cas d'usage sont plutôt vastes. Alors, en termes d'outillage, idéalement, c'est votre ordinateur local sous Windows 11. Je n'ai pas testé sous Windows 10, mais je pense que ça devrait pouvoir marcher aussi. Voilà, il va falloir quand même une connexion Internet. J'espère que vous êtes tous connectés au Wi-Fi, parce qu'on va devoir télécharger le binaire de PowerShell Universal. Ça fait une centaine de mégas. On va utiliser Visual Studio Code pour éditer notre code.
Qui n'utilise pas Visual Studio Code? Ok. On va installer Visual Studio Code, je pense, ce sera mieux pour que tout le monde soit dans le même environnement. Et puis, au sein de Visual Studio Code, on va installer l'extension PowerShell Universal qui va nous permettre d'interagir, d'éditer notre code directement depuis Visual Studio Code. Alors, dans le déroulé des opérations, ça va se passer comme ça. Je vous montre pas à pas comment faire les choses. Et puis, tout simplement, ensuite, je vous dis, allez-y, faites la même chose que moi. Et puis, si vous avez des difficultés ou si vous êtes bloqué, vous faites un grand geste et puis je viens vous voir et puis je vous débloque. Et puis voilà, donc on a un peu plus d'1 heure si on ne fait pas de pause, ou 1 heure si on fait la pause. Vous êtes prêts? Oui? Je ne peux pas toucher mon environnement de travail, mais je vais suivre. D'accord. Ok. Alors, je vous ai créé un espace collaboratif où j'ai mis dessus tous les liens et les explications. Je vous invite à y aller. Donc, recopier cette URL, je l'ai raccourci. Attention, la casse est importante, majuscule, minuscule. C'est important de respecter, sinon vous n'arriverez pas à vous connecter sur cette page. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un pad. C'est un espace où on va pouvoir échanger du code. Donc, moi, je vous ai déjà mis un certain nombre de liens. Je vais vous expliquer ça. Et puis, vous allez pouvoir également, si vous le souhaitez, alors le modifier, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas trop modifier. Mais il y a un espace commentaire où vous pouvez mettre des remarques ou écrire. Et comme ça, si vous ne voulez pas prendre la parole, je pourrai voir directement vos commentaires. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous arrivez? Oh. Oui, vous êtes dessus? Qui n'est pas dessus? Ok. Non, mais je savais que j'aurais pas dû prendre le PC du taf pour une raison. Ah, tu vas pas pouvoir... Non, mais je suis forcé, du coup j'essaye de tenter Mince. un bypass. Mais, bon, j'ai déjà perdu une personne, mince. 2 personnes. Je t'invite à suivre peut-être avec ton voisin. Mais de toute façon, je vais vous montrer exactement comment on fait. C'est bon? Alors, je vais vous afficher cet espace. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, quand vous avez cliqué sur le lien que je vous ai indiqué ici, là, vous arrivez sur ce pad. Et donc, je vous ai mis quelques liens importants et intéressants à connaître. Alors, la première chose que je vous invite à faire, c'est de télécharger PowerShell Universal. Donc, soit vous cliquez sur le lien qui est ici, et ça va vous permettre d'accéder au téléchargement. Sinon, vous allez sur le site ironmansoftware.com. Vous allez dans PowerShell Universal, Download, et vous cliquez sur MSI. Voilà, donc on va télécharger la dernière version de PowerShell Universal. Donc, comme je le disais, vous pouvez également, pour gagner du temps, simplement cliquer sur ce lien et ça va démarrer le téléchargement. Donc, on a 100 mégas à télécharger. J'espère que ça va être assez rapide. Alors, lancez le téléchargement pendant que je vous montre. Donc, je vais basculer maintenant sur ma machine Windows 11. Voilà, donc je suis sur ma machine Windows 11. J'ai téléchargé le binaire en avance et je vais simplement double-cliquer dessus pour démarrer l'installation. Donc, on va faire une installation très basique, suivant, terminé. On va faire l'administrateur Click Next, comme aime bien le rappeler Jeffrey Snover, l'inventeur de PowerShell. Donc pour lui, les administrateurs Click Next, c'est des admins Windows qui savent faire que ça et qui ne savent pas scripter. Donc, on va laisser le port par défaut, le port 5000. Ça sera le port d'écoute local.
On a la possibilité de changer le compte qui va exécuter le service PowerShell Universal, mais on va laisser le service par défaut, donc ce sera le compte local system qui va l'exécuter. On a la possibilité de choisir quelle base de données on veut pour stocker toutes les données de PowerShell Universal, donc on va garder SQLite. On garde le répertoire d'installation par défaut et on clique sur Install. Et on attend quelques minutes, mais c'est très rapide. Voilà, donc on valide. Le MSI qu'on télécharge est le même, peu importe la version gratuite ou payante. Oui, c'est le même, exactement. Donc la question est, je répète la question pour ceux qui n'auraient pas entendu, puisque tu n'as pas de micro, la question c'est est-ce que la version gratuite ou la version payante, c'est le même binaire? Oui, la réponse est oui. Pour accéder aux fonctionnalités payantes, il faudra rentrer un numéro de licence. Mais je vais vous montrer qu'on peut télécharger, on peut demander une licence pendant 15 jours, une licence d'essai gratuite qui active toutes les fonctionnalités. Voilà, donc là, PowerShell Universal est installé sur ma machine. Je clique sur Finish. Et pour tester que PowerShell Universal fonctionne, on va simplement démarrer un navigateur. Et puis, on va ouvrir la page. Ah, la vidéo est perdue. Voilà, la vidéo revient. Donc, on saisit dans la barre HTTP, alors pas HTTPS, on n'a pas de certificat, localhost 2.5000, c'est le port d'installation par défaut. Et s'il se passe quelque chose, c'est que PowerShell Universal fonctionne. Voilà. À vous de jouer. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez commencé le téléchargement? Ah, c'est bon, c'est bon. Non, ça ne marche pas ici. Ah, c'est bon, bah, c'est parfait. Parfait, parfait. Je vois que ça suit, c'est bien. Alors, si on veut se connecter pour vérifier que ça fonctionne, comme indiqué en bas, le login mot de passe par défaut, c'est admin admin en minuscule. Voilà, vous pouvez enregistrer le mot de passe si vous voulez éviter de le retaper. Voilà, donc on a notre tableau de bord d'administration de PowerShell Universal. Je reviendrai dessus dans un instant. Donc là, ici, on voit qu'on est ici unlicensed. On n'a pas de licence, donc ça veut dire qu'on est en version gratuite. Alors, on verra, je vous décrirai un peu plus tard toutes les fonctionnalités, mais on voit dans le menu de gauche, ici API, c'est là qu'on va créer des API, API REST, interface utilisateur, c'est là qu'on va créer des pages web. Et puis, on va pouvoir, dans Automation, créer des scripts qu'on va pouvoir appeler et scheduler à travers PowerShell Universal. Alors, revenons sur les choses à faire. Donc là, on a tous fait la première étape, qui est l'installation, et on a vérifié le fonctionnement. Donc, c'est très bien. Maintenant, on va installer Visual Studio Code, pour ceux qui ne l'ont pas installé encore. Pour installer Visual Studio Code, moi, je vous propose d'utiliser Winget. Je ne sais pas si vous utilisez déjà Winget. Ah, l'écran devrait revenir. Qui n'a jamais utilisé Winget? OK. Eh bien, ce sera l'occasion de l'utiliser. Donc, vous allez sur votre machine Windows 11. Non, ne le faites pas pour ceux qui l'ont déjà. Alors, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Alors, Winget, c'est installé de base dans Windows 11. Pour vérifier que ça fonctionne, vous tapez Winget. Si vous avez quelque chose comme ça, ça veut dire que Winget est bien installé.
Donc Winget, c'est un utilitaire qui va nous permettre de faire des installations de binaires de manière automatique. Donc on va faire une petite recherche, Winget Search Visual Studio par exemple. Et donc ça va interroger la repository Microsoft qui héberge du code. Et puis eh bien, on va pouvoir installer comme ça pas mal de choses. Donc là, vous voyez, on a trouvé Visual Studio Code. Il y a aussi du Visual Studio 2022 qu'on peut installer, mais ce n'est pas l'objet de la formation, enfin du workshop. Donc, on va choisir Microsoft.Visual Studio Code. C'est l'ID du paquet qu'on veut installer. Et on fait winget install Microsoft.Visual Studio Code. Alors moi, il est déjà installé aussi sur ma machine, VS Code. On va voir ce qu'il va me dire. Voilà, donc il ne veut pas faire l'install parce qu'il n'y a pas de mise à jour plus récente. Je l'ai déjà installé. Mais si vous ne l'avez pas installé, eh bien, vous pouvez le faire comme ça. Winget, c'est extrêmement pratique. Alors, Visual Studio Code étant installé, je vais le démarrer. Et puis, on va aller installer l'extension PowerShell pour Visual Studio Code. Alors, vous allez cliquer ici à gauche, Extension, et puis vous faites une recherche sur PowerShell Universal. Voilà, et donc dans Visual Studio Code, donc les extensions, c'est comme des plugins qui vont pouvoir apporter plus de fonctionnalités à Visual Studio Code. Donc là, on va regarder quand même ce que c'est. Donc on voit que ça vient de Ironman Software, Visual Studio Code Tools for PowerShell Universal. Ça semble bien. Et donc, on peut cliquer sur Install, et ça s'installe tout seul. Alors, je retourne sur mes extensions. Ah, il n'y a plus d'écran? Ah, si. Alors, on va cliquer sur Extension Setting. Voilà, donc on va devoir configurer maintenant l'extension PowerShell pour Visual Studio Code pour qu'elle se connecte à notre serveur. Alors pour ce faire, on va devoir ici, vous voyez, App Token, indiquer un token administrateur qui va nous permettre de nous authentifier auprès de notre serveur. Donc on va aller générer un token dans PowerShell Universal. Donc je reviens dans mon navigateur et on va aller dans la partie Security. Et vous voyez en bas, token. Alors, on peut regarder de la partie Security avant. Donc voilà, donc pour la partie Authentication, il nous dit qu'il faut une licence. Pareil pour la gestion des rôles, parce que ce sont des fonctionnalités entreprises. La gestion des identités, ce sont toutes les identités qu'on a, les comptes d'accès qui peuvent avoir des droits sur différents composants de PowerShell Universal. Donc par défaut, on a juste un compte administrateur et on va pouvoir ici rajouter des nouvelles identités si on le souhaite. On le fera tout à l'heure. Et ici, on va aller dans Token. Alors, si on a les rôles, mais les rôles, c'est une fonctionnalité en entreprise. Alors, on va aller créer un token pour notre administrateur et ensuite, on va reporter ce token dans le plugin VS Code. Donc, vous allez cliquer sur Add New App Token. Et puis ici, on va sélectionner l'identité administrateur. On va lui dire que c'est pour un rôle administrateur. On peut définir la durée d'expiration du token. Alors, on va dire par exemple qu'il n'expire jamais. On valide avec OK. On a un token qui a été généré. Et on va cliquer ici sur Copy pour copier le token dans le presse-papier. Et ensuite, on revient dans VS Code. Et puis, on va coller notre token dans le champ App Token. Voilà. Donc, je ferme les settings. Alors, ce que je vais faire, j'ai remarqué que ce n'était pas toujours instantané. On va voir s'il arrive à se connecter. Oui, ça a l'air bon. Alors donc,
maintenant que j'ai mon plugin PowerShell Universal installé au sein de VS Code, vous voyez, on a cette petite icône ici qui représente PowerShell Universal. Et on voit qu'on a une connexion qui s'appelle défaut. Et on voit ici, eh bien, on a plusieurs volets, les API. Donc les API restent. Pour l'instant, on n'en a aucune. On n'a aucun script non plus. En fait, on a une coquille vide puisqu'on n'a encore rien fait. Mais voilà, la connexion est établie vers notre serveur. Et on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir commencer à travailler. Alors, je vais revenir sur les étapes pour n'en louper aucune. Alors, c'est bon pour tout le monde? Vous avez réussi à créer le token et l'associer à... c'est parfait, tout ça. Une validation à faire, on est quoi Une validation? Non, théoriquement, il n'y a pas de validation à faire. Alors, tu vas ici, là. Voilà. Non, c'est bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Donc, l'étape 3, on vient de la faire. Voilà, étape 4. Alors, on va créer notre première API REST. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une API REST, une API REST, c'est un moyen d'interagir avec un système par le biais d'URL, tout simplement. Des URL qu'on a l'habitude d'utiliser dans le navigateur. Ça passe sur HTTP, voilà, tout simplement. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une API qu'on va appeler Hello. Et quand on va taper dans le navigateur HTTP localhost 2.5000/hello, eh bien, ça va... Alors, dans le navigateur, ça va nous afficher effectivement Hello, mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir consommer cette API avec PowerShell. Parce que la beauté des API REST, pourquoi c'est populaire? C'est parce qu'on dit que c'est agnostique au langage de programmation. C'est-à-dire vous programmez votre API REST dans n'importe quel langage et après vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel OS, n'importe quel langage. C'est ça qui est beau avec les API REST. Et des API REST, on en trouve des millions sur Internet. Et on a des API pour récupérer la météo, des API pour récupérer les horaires des vols, récupérer les cours de bourse, récupérer tout un tas de choses. Ça se passe avec les API REST. Et voilà, donc on va voir comment créer notre première API REST. Donc, on va retourner dans PowerShell Universal pour l'instant. Après, je vous montrerai comment on va le faire avec VS Code. Et puis, on va aller dans le menu API. Alors, je retourne. Voilà. Donc, on va aller ici, API. Alors, les API sont appelés endpoints, en fait. Voilà. Donc, on clique sur endpoints et on va cliquer sur créer un nouvel endpoint. Donc, on donne l'URL. Alors, avec un slash, vous voyez, le petit point d'interrogation nous guide. Hein. Entrez l'URL de votre endpoint. Donc, nous, on va mettre /hello. Les API REST, elles ont des méthodes d'accès. La méthode la plus courante, c'est get. Get, ça veut dire on récupère de l'information. C'est comme les commandes get de PowerShell. Elles sont inoffensives, on ne fait que récupérer de l'information. Mais on va pouvoir aussi agir sur nos API REST avec d'autres méthodes. On a des méthodes qu'on va voir ici. On a des méthodes POST pour, en général, créer un objet, interagir, mais pour demander la création de quelque chose sur une API. Delete pour supprimer, put et patch, c'est pour modifier un objet déjà existant. Et puis option, je ne l'ai jamais utilisé, mais voilà, gardez en tête que généralement les API REST c'est get, post, delete et un peu moins souvent put, mais voilà. Donc là on va créer une API de type get. Donc je clique sur OK. Il a créé mon endpoint, il a créé mon API. Alors, on va faire Edit Properties. Alors, par défaut, il active l'authentification. On va désactiver l'authentification, sinon on ne pourra pas s'y connecter.
Voilà. Ensuite, on clique sur Edit Details. Et c'est là où la magie de PowerShell va opérer, c'est qu'on va coller notre code PowerShell dans l'API, et puis le code sera exécuté à chaque fois que on va venir interroger notre page /hello. Alors pourquoi c'est un peu long? D'habitude c'est instantané. Voilà. Voilà, donc ici on a la partie éditeur, donc on va pouvoir directement coder, si on le souhaite, ce qu'on veut. Alors on va le faire. Donc dans l'éditeur, on va saisir hello World ou hello Lausanne, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur la disquette pour enregistrer. Et là, vous venez de créer votre première API REST. Alors on va la tester. Alors, ah oui, j'ai une petite typo. Hop, tant qu'à faire. Alors, pour la tester, on peut la tester directement au sein de PowerShell Universal. Vous allez, ici, vous voyez, on a même la commande qui va vous permettre de la tester. Alors, vous pouvez cliquer juste sur le bouton Play, ici. Et puis, vous voyez, donc, Output, il retourne la chaîne Hello World. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même tester dans PowerShell, puisque c'est quand même le but. Alors, vous voyez ici, on a la ligne de commande. Donc, pour consommer une API REST, alors, la terminologie en français, quand on veut interagir avec une API REST, on parle de consommation d'API. Donc là, on va consommer notre API REST. Donc, je vais cliquer sur Copy. Je retourne dans mon éditeur, enfin, dans ma console PowerShell préférée. Donc, moi, j'aime bien la console classique. Ah oui, alors, ça rame un petit peu parce que je suis en train d'enregistrer en plus mon écran. Donc, je copie, enfin, je colle, je presse Entrée. Et si j'ai bien travaillé, wouhou, Hello World, ça y est, on a créé notre première API REST. Alors, difficile? Et comment on fait pour récupérer les API d'autres programmes? Eh bien, ServiceNow, il faut aller lire la doc. c'est possible de l'intégrer dans... Exactement, exactement. En fait, PowerShell vous permet, on a la commande invoke REST method et on a une autre commande invoke web request qui vont nous permettre d'interagir avec les API REST du monde entier ou les vôtres privés. Oui. Qu'est-ce que ça apporte en plus, si ce n'est le fait d'appeler une API, on peut intégrer notre propre logique? Bien sûr. Donc là, on a juste retourné une chaîne de caractères, toute bête, mais on peut faire un script PowerShell qui va interroger une base de données, par exemple, et récupérer, exécuter une requête SQL. Et puis nous, à travers un simple appel d'URL, on va pouvoir récupérer les données de notre base de données SQL, utilisateur Active Directory, ou tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. Et le gros avantage, c'est que vous avez créé votre API REST avec vos connaissances PowerShell, et puis vous pouvez les exposer, dire à vos développeurs internes, ben voilà, vous voulez faire telle chose, voilà l'URL d'accès à l'API. Alors, ah oui, si, quelque chose que je vais vous montrer quand même, c'est comment ça se passe dans le navigateur en réalité. Donc si j'appelais cette API REST dans le navigateur, http donc /hello, voilà, ben ça me retourne juste du texte. Alors souvent les API REST vont retourner du JSON ou du XML. Et la plupart du temps, les navigateurs détectent et puis vous affichent un rendu du JSON ou du XML. Là, il faudrait que je regarde la page source pour voir, view page source, pour voir ce que ça nous a effectivement retourné. Mais là, vraiment, voilà, ça c'est le source. C'est vraiment du pur code, voilà, juste cette syntaxe-là.
Ok, très bien. Alors, est-ce que ça marche? Vous avez... Oui? Chez qui ça marche pas? Ça donne plein d'idées en fait. Ah bah oui, ça donne plein d'idées. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Alors, on a créé notre premier API REST. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme un script PowerShell. On n'aime pas avoir des choses en dur écrites dans nos scripts. On ne veut pas coder en dur. Donc, on veut variabiliser. On crée des paramètres. Eh bien, je vais vous montrer comment on va pouvoir variabiliser une API REST pour, par exemple, je voudrais que quand j'appelle mon API hello slash une donnée, eh bien, que ça m'affiche bonjour Arnaud, plutôt que m'afficher hello world. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement difficile, suivez bien. Je vais dans PowerShell Universal, je retourne sur mon endpoint. Alors, est-ce que j'en crée une autre? On va voir. Alors, hello slash deux points, une variable. Vous voyez, donc mon URL, c'est la même, sauf que j'ai rajouté slash deux points. Ici, j'ai mis username, mais vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Voilà, et donc, j'ai maintenant deux façons d'appeler mon API. Donc, ce qu'on appelle, c'est en réalité, dans le jargon, on dit qu'on a deux routes. C'est comme ça qu'on dit. Ça, c'est la première route, ça, c'est la seconde route. Alors, on va éditer les propriétés pour désactiver l'authentification. On va éditer, on va effacer tout ça. Et donc, en fait, j'ai appelé, vous avez vu, deux points username. Donc maintenant, ma variable username, je vais pouvoir l'utiliser dans mon code. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire hello $username. Alors, on va mettre des guillemets doubles pour la substitution de ma variable. Voilà, on va sauvegarder. Vous voyez, donc PowerShell Universal a détecté qu'on avait une variable. Il nous propose même de pouvoir tester ici. Donc, allez, si je mets par exemple Bob et que je fais Run, voilà, donc il m'affiche Hello Bob. Alors, on va tester ça dans notre... voilà. Alors, méthode get, c'est facultatif, vous pouvez ne pas le mettre. La méthode get est la méthode par défaut lorsqu'on utilise la commande invoke REST method. Voilà, hello Bob. Donc, c'est magique. Et si je ne mets pas /Bob, vous voyez, il me retourne toujours hello world. Donc, j'ai vraiment deux API. Enfin, j'ai amélioré mon API qui dit bonjour. Alors ça, c'est une première façon de passer un paramètre. Ça marche chez tout le monde? Oui, vous me suivez toujours? Parfait. Alors, lorsqu'on code des API REST, on aime bien aussi pouvoir passer de la donnée autrement qu'avec le slash. Alors, toujours avec le slash, bien sûr, parce que c'est pour indiquer notre route, mais on aime bien pouvoir utiliser cette syntaxe, point d'interrogation, le nom d'une variable, qui sera notre paramètre, et passer de la donnée comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Les développeurs d'API REST appellent ça un paramètre de type query string. Et donc, je vais vous montrer comment on fait ça avec PowerShell Universal. Alors, on retourne dans les endpoints. Alors, on va éditer tout simplement notre endpoint par défaut, celui qu'on avait, le tout premier qu'on a créé. Voilà, donc le Hello World.
Et en fait, on va définir un paramètre avec une instruction param. Voilà. Donc, en définissant un paramètre, comme dans toutes les fonctions PowerShell ou dans tous les scripts PowerShell, eh bien, maintenant, je vais pouvoir utiliser la syntaxe que je vous ai montrée pour mon appel d'URL. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'être malin. On va dire, si j'ai un paramètre, si on m'a passé un paramètre, eh bien, alors on va plutôt faire l'inverse. Si j'ai pas reçu mon paramètre username, eh bien, j'affiche Hello World. Sinon, eh bien, on va afficher Hello Username. Donc là, vous voyez, on commence à ajouter un petit peu de logique, un petit peu de logique de code. Alors, on va aller essayer ça. Donc, cette fois, on va dire username égale Arnaud. Voilà. Hello Arnaud. Donc, maintenant, vous voyez, j'ai plusieurs façons de passer de la data à mes API. Alors, cette technique avec les query strings, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir passer autant de paramètres que vous voulez sur votre URL. Alors que dans la première technique, c'est assez limité, c'est juste pour passer une valeur. On peut pas ce serait un peu plus compliqué d'en passer plusieurs. Est-ce que c'est bon? Vous avez réussi à l'implémenter? Qui n'a pas réussi? Non, oui, ouais, ton système ne permet pas. Pour ceux qui ont une instance PowerShell universelle qui marche, ça va? Oui? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions pour l'instant? Alors, on va continuer. Alors, s'il n'y a pas de questions, je surveille l'heure. Alors, par un et commercial. Oui, alors, je te montre ici. Ici, on ferait et. Je ne sais pas si tu as un deuxième paramètre qui s'appelle Toto. Voilà. Alors, non, il n'y a pas de limite. Enfin, la limite de l'URL, effectivement, c'est la limite du protocole HTTP. Mais elle doit être... Oh, je pense que ça va même bien au-delà, parce que des fois, on voit des URL avec des tokens qui passent, c'est incroyable. Alors ici, juste une précaution à prendre, dès que vous mettez le « et commercial », pensez à mettre des cotes, parce que sinon, PowerShell ne saura pas l'interpréter correctement. Voilà, donc là, il me retourne toujours « hello ». Il a bien reçu mon paramètre Toto, mais comme je ne l'implémente pas, il ne fait rien. Mais si je voulais l'implémenter, il suffirait ici que je lui rajoute mon deuxième paramètre. Alors, je vois que l'heure tourne. Oui, il reste déjà plus qu'une demi-heure. Ah oui, alors, on va faire une petite API qu'on va appeler PS version, qui va nous retourner la version courante de PowerShell sur le serveur. Alors, ça va être simple, hein, on va juste retourner la variable PS version table. Et comme ça, on va pouvoir, en appelant notre URL, enfin notre API, savoir quelle est la version de PowerShell qui est exécutée derrière. Alors, on retourne dans les endpoints. On refait new endpoint / PS version. Donc, toujours du get. Alors, j'édite les paramètres pour désactiver l'authentification. Et là, on a juste besoin de faire $PS. Oh, désolé, PS version table. Je sauvegarde.
et on va tester notre appel d'API. /ps version. Mince, j'ai supprimé un caractère de trop. Ma machine, elle rame un petit peu. Est-ce que ça marche pour vous? C'est l'essentiel. Ah, localhost 2.5000/ps version. Ah oui, j'ai oublié la cote. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait, ça ressemble quand même à ce qu'on a, mais parce que $ps version table. Allez. Voilà. C'est un peu différent parce qu'en fait, l'information, elle a été ce qu'on appelle sérialisée et désérialisée, convertie en JSON et réimportée de JSON en objet. Mais on retrouve toutes nos propriétés et on voit que en fait, on est en version 7.3.7 côté PowerShell Universal. Donc ça veut dire que nos API exécutent cette version de PowerShell. Mais je vais vous montrer qu'on peut changer ça. Alors, je retourne sur mon endpoint PS version. Alors, c'est pas ici, c'est sur les paramètres, les properties. Ici, dans l'environnement. Voilà, en fait, dans l'environnement par défaut, il prend la version du produit, il prend la version de PowerShell qui vient avec PowerShell Universal. Sur mon serveur, il se trouve que j'ai installé un PowerShell 7.4.1, donc je peux lui dire d'exécuter mon endpoint en 7.4.1 ou lui dire d'utiliser PowerShell 5. Donc là, je sauvegarde, enfin je modifie les propriétés, on va rappeler notre endpoint. Alors c'est important ça parce que des fois, vous allez faire des scripts qui ne vont pas s'exécuter correctement parce que ça ne sera pas compatible, parce que votre script il aura été pensé pour PowerShell 5 et par défaut vos endpoints s'exécutent en PowerShell 7 et des fois on peut avoir des surprises. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut changer son type d'environnement. Alors normalement c'est ultra rapide, mais là j'ai 2 VM plus l'enregistrement en tout. Voilà, donc là il a terminé. Donc si je rappelle ma commande, mon endpoint, on va voir, ah, not found. Qu'est-ce qui se passe? Les dieux des mots sont pas avec moi. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. J'ai l'impression que on a un gros problème. C'est l'effet des mots. Alors, j'ai fait un restart API, mais ça suffit pas. Eh bien, écoutez, on va redémarrer le service PowerShell Universal. Je pense que ma machine, elle rame un peu trop. Get service. Donc, on va regarder l'état du service PowerShell Universal. Donc, il est à running. On va le redémarrer. Ah oui, alors ça me le fait. Bon, bah alors.
On va le faire avec la console. Ça me fait mal, mais avec le moins force, tu crois que ça va marcher? Ah, mince. Fausse. Force. Non, non. Qui gère les temps de réponse, il y a une limite ou quand c'est pas fini, il continue. Alors, ça se configure sur la version payante, voilà, effectivement. Alors, PowerShell Universal. Restart. C'est quoi les limitations? On ne devrait pas l'utiliser dans quel cas? J'entends en termes de performance. Est-ce qu'on c'est presque un serveur web applicatif? C'est un serveur web applicatif, oui. Et il a des limites en termes de performance. Les limites de la machine. Oui, il a des limites, mais On aurait tendance à aller vers le métier dans certains cas pour faire ce genre de choses au-delà de l'IT. Je sais pas. Pour certaines. ouais, c'est difficile à répondre hein, parce que effectivement, il faut le travers de ça, c'est que on peut vite avoir envie de faire une vraie application, mais qui pourrait plus être du ressort de l'équipe de dev plus que de l'équipe IT. Mais on va surtout utiliser PowerShell Universal pour faire des dashboards système pour monitorer des environnements, voir si les serveurs tournent bien, voir. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais effectivement, on peut développer des applications complètes. Moi, j'ai déjà développé une application de délégation de tâches d'administration au helpdesk, par exemple. Ah oui, ben pour créer les comptes utilisateurs ou faire des resets de mots de passe ou changer les quotas de mailbox, ce genre de choses qui nécessitent des privilèges. Eh bien, on n'a pas toujours envie de donner ces privilèges aux sous-traitants ou aux personnes qui font ces actions. Eh bien, on peut facilement, avec PowerShell Universal, créer un petit formulaire, une petite API éventuellement, ou même pas, un petit script, parce que là, je vous montre les API, mais on peut aussi exécuter des scripts PowerShell directement depuis le serveur. On récupère les valeurs des champs de formulaire et on les passe en paramètres au script pour faire des tâches simples. Et comme ça, on peut déléguer des actions des gens qui n'auraient pas les droits, parce qu'on va pouvoir, avec la gestion des rôles airbag, dire, eh bien, telle personne, il a accès qu'à telle page ou que telle API. Voilà, on peut aller... Il y a même des règles que je vois, il y a par exemple des applications qui sont payantes, qui exposent des données, mais soumises avec un compte utilisateur, avec licence. Du coup, on peut utiliser ce temps pour récupérer les données, regérer derrière, on va dire, nos autorisations pour les mettre à disposition de personnes. Oui, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Ah, voilà. Le redémarrage du service, visiblement, a eu du mieux. Alors, on va vérifier si notre API répond. Oui. Donc voilà, on est maintenant, j'ai juste en modifiant l'environnement, j'ai fait en sorte que ce soit exécuté, que mon code PowerShell dans mon API s'exécute avec PowerShell 5 et non pas la version de PowerShell installée par défaut avec PowerShell Universal. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. J'avais prévu de créer une API supplémentaire, l'API WAMI. Alors oui, elle est intéressante celle-là. Parce qu'on va la sécuriser. Je vais vous montrer comment créer un token pour sécuriser l'appel à cette API. Donc, l'API WAMI, donc ça va être simplement une petite API qui va nous retourner quel est l'utilisateur courant. Autrement dit, avec quel compte s'exécute notre service. Alors, donc on va l'appeler /WAMI, une API de type GET. Alors, ah oui, alors là je le fais avec PowerShell Universal. J'aurais pu vous montrer comment le faire avec Visual Studio Code. On va le voir après. Donc, quand mon API va être déclenchée, ça va simplement exécuter l'utilitaire WAMI. Et puis, donc WAMI, vous le connaissez, c'est l'utilitaire qui vous dit avec quel compte vous êtes connecté.
Voilà, donc là, sur ma machine locale, je suis connecté avec mon compte Arnaud Petitjean. Si maintenant, j'appelle mon API ou AMI, on va voir. Ah oui, j'ai oublié de désactiver la sécurité. Hop. Voilà, donc là, on voit que tout ce que j'exécute, en fait, mon code, s'exécute en tant que local system. Donc, c'est au privilège, hein, faut faire attention. Tout ça, c'est parce que au moment de l'installation, j'ai dit que le service PowerShell Universal s'exécutait avec le compte local system, mais j'aurais pu le changer, mais je peux aussi le changer après coup. Voilà, c'est vous qui décidez. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser l'appel à cette API ou AMI. Je vais vous montrer comment on va pouvoir passer un token d'authentification. Alors, ah oui. Alors, on va aller dans la partie sécurité. Identité, on va créer une nouvelle identité. On va l'appeler, par exemple, user ou AMI. Son rôle, on va dire que c'est juste, il aura juste le rôle user. Ah mince, j'ai pas cliqué. Alors on recommence, comme ça. Donc on va l'appeler user ou AMI. Donc le rôle, on va pas laisser le rôle admin, justement, on veut lui créer un autre rôle. On va lui dire qu'on veut le rôle user. Alors ce sont des rôles prédéfinis, ils n'ont aucun droit particulier, c'est à vous de choisir ce que vous voulez leur donner comme droit. Donc, user, local account, non, je veux pas que ce soit un compte, je veux juste que ce soit une identité au sein de PowerShell Universal. Non, c'est pas vraiment un compte local qu'il va créer, il va créer un compte local dans le Vault de PowerShell Universal, parce qu'il y a un Vault intégré, mais là, on n'en a pas besoin. Alors, on a créé un rôle, une identité, on va lui créer maintenant un token. Et donc, en fait, quand on va venir appeler notre API, on va passer le token et automatiquement, il va reconnaître que le token est associé à ce compte-là. Et c'est comme ça que PowerShell Universal fait le lien. Donc, on clique sur Add New Token. Donc là, on choisit l'identité. Donc là, on va créer un token pour notre utilisateur user ou AMI. Donc, le rôle, on a dit que c'était user. Date d'expiration, on peut mettre une date d'expiration sur notre token si on veut. Enfin oui, on est obligé de la choisir, mais là j'ai choisi 60 jours. Voilà, donc maintenant je fais copie et j'ai mon token qui est dans le presse-papier. Alors, on va venir le coller. Token. Oups. Oui, c'est... Donc le token, c'est un peu comme un mot de passe finalement. Il faut le protéger, ce token. Alors, comment maintenant passer ce token? Alors déjà, avant de le passer, il faut que j'active la sécurité sur mon endpoint, parce que mon endpoint ou AMI, pour l'instant, il n'a pas de sécurité. Alors, on va faire Edit Settings, Edit Properties, et on va lui dire d'activer l'authentification. Voilà. Pour le rôle, voilà, pour le rôle user. Voilà, et je fais OK.
Voilà, alors on va tenter d'appeler notre token, enfin notre endpoint. Alors là, voilà, je lui passe pas de token. J'ai une erreur 401 non autorisée. Donc, il attend que je lui passe le token. Alors, pour lui passer un token, c'est une petite ligne de commande. Je crois que voilà, je l'ai mise ici dans le pad que je vous partage. Appel d'une API REST avec la méthode get avec token. Donc en fait, il faut qu'on crée une table de hash qui contient une propriété qui s'appelle autorisation et que cette propriété contienne le mot bearer espace et le nom du token JWT. Donc c'est un token JWT. JWT, ça veut dire JSON Web Token. C'est un format standardisé. Donc on va copier cette ligne-là. Tac. Je la colle. Voilà, donc je regarde ma propriété headers. Voilà, donc j'ai bien ce qu'il faut. Et ensuite, pour la passer, eh bien, je vais faire un invoke REST method et je vais utiliser le paramètre headers pour lui donner du contexte et lui transmettre le token pour l'authentification. Alors, je rappelle ma commande, -headers, $headers. Normalement, j'ai rien oublié, ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai accès à mon API de manière sécurisée. Donc, j'ai sécurisé l'accès à mon API. OK? Est-ce que ça fonctionne pour vous? Ouais? Je vois des sourires, donc c'est que c'est pas mal. Alors, ensuite... eh bien, je vois l'heure qui tourne. Je vais créer l'API local user qui va nous permettre de manager les comptes utilisateurs de notre machine. Donc, on a une commande PowerShell qui s'appelle get local user qui nous retourne les comptes. On en a une qui s'appelle remove local user pour supprimer. Et puis new local user pour créer un compte. Alors, on va créer cette API. Alors déjà, on va tester, on va vérifier que ce que nous retourne cette commande, voilà, elle existe, ça marche. Donc j'ai quelques comptes locaux, pas de souci, c'est parfait. On retourne dans PowerShell Universal. Alors, on pourrait le faire dans Visual Studio Code, puisqu'après tout, je vous ai fait installer quelque chose. Donc, on va rafraîchir les API. Vous voyez, donc là, j'ai fait un petit refresh et on voit nos API qui arrivent ici. Vous voyez. Et donc, si je clique sur cette petite icône là, voilà, mon API, elle apparaît là. Alors, c'est un peu petit. Tu peux montrer comment tu as configuré ta connexion? Ah, t'étais pas là. Alors, c'est simple. Tu vas sur... donc, tu installes le plugin, l'extension. Tu cliques ici, Extension Settings. Et ici, là, tu dois coller le token de l'administrateur. C'est pas possible de le faire par l'intermédiaire dans les... Il y a aussi un truc de connexion en haut à gauche. Ça marche pas par là. Où ça, en haut à gauche? En fait, quand tu cliques sur PowerShell Universal à gauche... Voilà, ah, ici. Ah, j'ai peut-être. Alors, c'est pas comme ça que je fais, mais comme je disais en introduction, il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. Comme ça, ça marche pas. Comme ça marche pas. OK. Et ça essaye l'autre manière. Donc, vous voyez, on a accès au code source de nos API REST directement ici. On peut les modifier.
Et puis, on peut en créer des nouvelles directement à partir d'ici si vous ne voulez pas le faire depuis PowerShell Universal. Alors, sachez que PowerShell Universal en version entreprise permet de synchroniser avec Git. Donc, vous pourriez créer une repository Git, faire votre code dedans, et puis dès que vous faites une modification, eh bien, c'est synchronisé entre votre VS Code et puis PowerShell Universal. Alors, pour gagner du temps, on va le faire ici. On va créer un nouveau endpoint que je vais appeler local user. Alors, un premier endpoint get. Alors, on va faire simple, on va pas mettre d'authentification. C'est mal, mais c'est pas grave, on est en environnement de lab. Donc, get local user. Donc, l'API get, elle va juste faire appel à la commande get local user. On va créer une deuxième API qui va nous permettre de supprimer, enfin de créer un compte peut-être déjà. Et ensuite, une troisième qui permettra de supprimer. On peut utiliser plusieurs méthodes get ou git. Ouais. On peut faire une même API pour les deux. Alors, c'est une bonne question. Parce que j'ai la Ouais. commande là, c'est Bon, on va essayer. Slash local user. Donc là, donc la get, on l'a créée. Donc on va lui dire que celle-ci, on veut que ce soit du post et du delete. Alors, j'ai jamais fait comme ça. J'ai toujours. La structure de la requête, c'est plus la même en fait. Donc on fait du post. C'est ça, mais peut-être que dans le code, il y a. Je pense qu'on doit pouvoir. Parce que si il nous permet de le faire, c'est qu'on doit pouvoir. Il doit y avoir une variable qui va nous permettre, un peu comme la variable PS commandlet, pour savoir quel est le type de paramètre par défaut, enfin de paramètres qu'on utilise, qui doit nous dire quelle méthode on a utilisée pour appeler l'API. Mais là, comme ça, je ne l'ai pas en tête. Donc, on va faire 3 routes différentes. Donc, on va créer un paramètre qu'on va appeler username. Et puis, on va faire notre add local user. Alors, on va regarder comment on s'en sert de cette commande. Add local user. Ah non, c'est pas add. Alors, get commande, étoile, ouais, local user. On regarde. Effectivement, c'est new. New. Voilà, toujours penser à tester vos commandes avant de les utiliser. Alors, on va regarder. Donc, le name. Alors, on va faire simple. Hein. On va créer, on va juste passer le nom et puis la description éventuellement. Test 11. Description. Ah oui. Alors, on va lui dire. No password, ouais, exactement. Access denied. Bon, c'est juste que j'ai pas lancé ma console en mode privilégié, mais ça marche. Donc voilà, donc on a testé notre ligne de commande, donc ça c'est important parce qu'on sait qu'elle marche. Donc on va juste la copier-coller. Pardon. Voilà. Et ici, on va créer donc 2 paramètres. Alors, perdez pas les bonnes habitudes. Hein. Vous devez, comme toujours, respecter les bonnes pratiques de codage. Donc, définir le type de chacun des paramètres. Vous pouvez même générer, même mettre des décorateurs. C'est pris aussi en charge. Pour dire que les paramètres sont obligatoires ou des validations. Donc, description. Donc, la description, ce sera $description. Et puis le nom, $username. Voilà, donc on sauvegarde. Ça, c'est notre API post. On va copier-coller tout ça.
Alors, on va modifier. Donc ça, c'est la post. On va créer la même pour delete. Local user. Alors, on n'oublie pas de désactiver l'authentification. Delete. Voilà. Donc là, on passe juste en paramètre le nom de l'utilisateur. Alors, on va tester la commande pour être sûr qu'elle fonctionne. Donc, c'est remove local user-name test. Voilà, donc il n'est pas trouvé, mais ça fonctionne. Enfin, on peut supposer. Voilà, donc on a créé nos 3 API. On va les essayer. Alors, j'agrandis ma fenêtre. Je vais nettoyer un peu tout ça pour se mettre dans de bonnes conditions. On va faire notre invoke, alors non pas sur WAMI, mais sur local user. Donc, par défaut, c'est un appel de méthode get. Je ne suis pas obligé de le préciser, mais comme je vais rappeler ma commande. Voilà, donc là, ça me retourne bien tous mes utilisateurs. Alors après, hein, je peux demander un affichage au format table, name, description. C'est du classique. Donc, vous voyez, ça fonctionne, c'est génial. Hein, à distance, comme ça, on peut manager les comptes. Donc là, on va en créer un. On va tester notre API avec la méthode post. Alors, pour faire un appel avec la méthode post, on va devoir utiliser une petite syntaxe particulière que je vous ai mis également ici, dans le pad. Appel d'une API REST avec la méthode post. Donc, on va lui passer un body. Et dans le header, on va lui dire que c'est du JSON qu'on lui passe. Donc, on va lui passer une table de hash qu'on va convertir en JSON. Voilà. Et donc, dans notre table de hash, on va mettre ce qu'on veut, le nom de l'utilisateur, la description. Et puis ensuite, eh bien, on fera notre appel d'API. C'est-à-dire que les paramètres ne peuvent pas être rentrés de la même manière que pour un get? Non. Ok. Non, c'est pas la même manière. Pour un get, on a vu que c'est par le query string ou alors par le slash. En fait, on transmet les paramètres dans l'API. Lorsqu'on fait du post, ça passe par... on doit transmettre la data dans le body de la requête, en fait. Ça permet d'être plus souple parce qu'il y a des espaces. On va par exemple traiter. Oui, Parce qu'effectivement, on va pas mettre d'espace, mettre des caractères. oui. Pas besoin, effectivement. Alors, je vais juste copier-coller tout ça. Donc, $body, je regarde. Donc, c'est pas mal. Et donc, maintenant, je vais rappeler ma commande. Donc, du post. Alors, on a dit que headers, c'est $headers, body, $body. Et donc, ça devrait me créer un utilisateur qui s'appelle PSD Lausanne User. Bad request. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Méthode post, headers, body. Ah, description username. Alors, je vais regarder la définition. Username. Username description. New local user. Alors, pourquoi bad request? C'est plutôt... Ça me semble correct. Header.
headers, body, méthode post. Je vois pas mon erreur. Est-ce que ça marche chez certains d'entre vous? Non? Hum, hum, hum. Alors, on va regarder mon body. C'est bien du JSON. Mon header. Normalement, non. Alors, attends. On va voir. Si je lui passe pas le header, pas de request aussi. Je pense pas, parce que sinon il m'aurait retourné une erreur 401. Alors, on va aller voir. Post. Non, j'ai bien désactivé l'authentification. Ah, oui, ça me l'a fait. En fait, je crois que PowerShell 7, il aime pas trop. J'ai eu le problème lorsque j'ai préparé le lab. Donc, on va lui dire d'exécuter cette commande avec PowerShell 5. Je vais dire, je viens de le faire, puis ça fonctionne. Mais moi, j'avais pas le même type d'erreur. D'accord. Alors. Ah, voilà. Ça fonctionne. C'est parce qu'en fait, cette commande ne marche pas avec PowerShell 7. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Et donc, il faut qu'elle s'exécute avec PowerShell 5. Donc, ça vous montre l'intérêt de faire attention à l'environnement d'exécution de vos API REST. Donc là, il l'a créé. Donc, on va exécuter la même commande. On va appeler la méthode get. On va voir s'il est réellement dans la liste. Voilà, oui, il y est. PSD Lausanne User. Voilà, il est là. Je crois qu'on l'avait pas précédemment. Si je rappelle la commande, là cette fois ça marche plus parce que il existe déjà. Donc, mais on va en créer un autre. On va l'appeler. On va être original. On va l'appeler 2. Tac. J'ai oublié de prendre le dollar dans mon copier-coller. Et donc, si on rappelle, voilà. Donc là, il a bien créé un deuxième utilisateur. On vérifie. Voilà. Il est là. Notre appel fonctionne. Et bien maintenant, on va tâcher de supprimer. Ah oui, alors, pour le supprimer, ça sera du méthode delete. Par contre, je n'ai pas testé, je ne me souviens plus je crois qu'on doit passer dans le body, en fait. Dans le body, on doit lui donner théoriquement username. Donc on va l'appeler. Donc je pense que on passe notre table de hash qu'on va convertir en JSON. Donc là, on va lui dire pipe convert to JSON. Et avec un peu de chance. Alors, je pense qu'on a le même problème. Je pense qu'il faut qu'on lui dise que le endpoint doit s'exécuter en PowerShell 5 et non pas en PowerShell 7. PowerShell 7, environnement, PowerShell 5.
Bon, je vous mettrai la solution les ressources. En fait, je publierai tout ça sur mon GitHub. Vous avez le lien vers mon GitHub dans le pad. Je vous l'ai mis ici, ma repository GitHub. Donc pour l'instant, elle est vide, mais je l'alimenterai avec les scripts, comme ça vous pourrez le retester. Alors, je vois qu'il est déjà l'heure. Je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on crée des formulaires web avec PowerShell Universal, parce que là, on n'a vu que la création d'API REST. Donc, vous allez dans User Interface. Alors, on peut créer des apps ou des pages. Il est mieux de créer des apps. Alors, non, les pages, c'est bien aussi. En fait, si vous créez une app, vous allez utiliser du PowerShell pour faire la logique. Les pages, vous allez pouvoir faire du drag and drop, mais il y a un peu moins de PowerShell derrière. Allez, mais c'est quand même très pratique. On va le faire avec une page. On va l'appeler local user. Donc en fait, pour ajouter des fonctionnalités dans tes API, Ouais. tu vas, en fait, au final, c'est en installant les modules sur le système, là où est hosté le PowerShell Universal. Exactement, ouais. Tu installes tes modules sur le serveur et puis tu peux charger tes modules. En fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on crée un environnement spécifique et on dit, tu as vu dans la liste des environnements, tu peux choisir PowerShell 7, PowerShell 5. Bah, tu peux te créer un environnement personnalisé où dedans, tu vas dire, je veux du PowerShell 5 avec tel module. Et comme ça, tu vas pouvoir agir plus finement sur tes... Alors, slash local... Si tu veux retourner de l'HTML, en fait, Si tu veux retourner du HTML, ouais, du HTML, sinon tu vas afficher une page web. eh bien, par défaut, il retourne du JSON, donc tu exportes en HTML. Il n'y a pas de fonctionnalité. Non, c'est à toi de l'implémenter. Ouais. Dans ton code, tu dis que tu exportes en HTML et il va retourner du HTML. Donc là, voyez, j'ai créé une page web que j'ai appelée local user. Donc j'ai cliqué sur... alors, ça a peut-être été un peu vite. Une fois qu'elle a été créée, j'ai cliqué sur l'œil, là, View. Ça m'a ouvert un nouvel onglet. Vous voyez, donc là, c'est une page web. Donc là, j'ai une nouvelle route, si vous voulez, qui m'amène vers une page web. Et là, je peux faire Edit. Et on va cliquer sur Toolbox. Et je vais pouvoir lui dire ce que je veux mettre sur ma page. Donc, je peux créer des charts, donc des barres graphes, vous voyez, des barres, des lignes. Alors, c'était pas ce que je voulais faire. On peut créer donc des data display pour afficher des cartes, des images, des tables, des champs de saisie. Donc ici, par exemple, je vais créer un bouton. Non, pas un bouton. Je vais créer... alors lui, on va l'enlever. Je vais créer deux inputs. Alors, bon, je recommence. Toolbox, input. Donc je crée un formulaire. Ah oui, ensuite, voilà. Donc là, j'ai un formulaire. Je peux l'agrandir. Il m'a créé un bouton Save par défaut. J'édite les propriétés. Donc là, on va l'appeler page de gestion des pages de création, on va dire, création des utilisateurs. Alors, on peut avoir une API de validation pour les différents champs de saisie. Là, c'est les paramètres généraux. Donc, la target, c'est ce qu'on veut exécuter. Alors, et on va lui dire que la target, nous, on veut exécuter une API, mais on pourrait très bien exécuter un script. Et donc, l'API qu'on veut exécuter, c'est l'API qu'on a créée, /local_user. Vous vous souvenez, avec la méthode get pour récupérer les utilisateurs, post pour créer, et delete. Donc, on va dire local user. Et donc, les champs. Donc là, on va créer un champ. On va l'appeler prénom.
Non, on a dit juste nom et description. Non. Donc là, on dit que c'est un champ de type textbox, mais on peut dire, voilà, ça pourrait être password, ça pourrait être plein de choses. On va en ajouter un deuxième, description. Description. Donc c'est pareil, textbox. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut paramétrer pas mal de choses, mais déjà là, on est pas mal. Donc, avec nos deux boutons, avec nos deux champs de formulaire nom, description, et on a dit que la target, quand on va cliquer sur le bouton Submit, en fait, ça va appeler notre API. Ah oui, mais on lui a pas dit si c'est... Ah voilà, par défaut, il fait un appel POST. Voilà, et on ne peut pas le changer pour l'instant. On ne peut pas dire quel type d'appel on veut quand on clique sur le bouton Submit. Ça sera, j'en ai parlé avec Adam tout à l'heure, ce sera une évolution qui va arriver prochainement. Donc, je fais Save. Et vous allez voir que c'est quand même assez... Alors, ça rame. Allez. Ah non, il ne veut pas. Ah oui, j'ai oublié peut-être... Ah, description. Description. Voilà. Alors voilà, donc là j'ai créé un truc très basique, mais qui est censé marcher. Alors on va vérifier. Donc on va sortir de PowerShell Universal. Hein. On va ouvrir par exemple une fenêtre privée. Voilà, donc là je ne suis pas authentifié parce que je n'ai pas mis d'authentification. Et on va l'appeler, je sais pas, on va créer un compte pour Stéphane. Démo, PSD, Lausanne. Si je clique sur Save, eh bien, j'ai une erreur. Les dieux de la démo ne sont pas avec moi. Ça aurait dû appeler mon API REST pour sauvegarder, enfin, en mode post, et ça aurait dû créer l'utilisateur. Il faudra que je passe un petit peu de temps pour débugger ça. Là, je vois que le temps nous manque, je suis déjà en retard. Mais bon, vous avez compris le principe. Alors là, c'est pour des pages que j'ai... Donc là, c'est pas du PowerShell. Là. Pour l'instant, vous voyez, j'ai pas du tout touché à du code PowerShell. Si je veux créer des pages web qui exécutent du PowerShell vraiment, c'est une app qu'il faut que je crée dans la partie User Interface. Donc là, je clique sur App. Create a new app. Et puis là, on l'appelle démo. Et là, ça va vraiment me permettre... Alors, donc, quand je crée une app, vous voyez, alors là, j'ai utilisé le template par défaut, donc qui est une simple page. Ah oui, je peux basculer en thème clair, thème sombre. Waouh! Mais je peux accéder au code. Alors, le code, on va retourner dans VS Code. Et puis, si on va dans Apps, voilà, on voit mon app démo avec les pages. Voilà, et ça, pour l'instant, c'est le code de ma page. Donc, vous voyez, par exemple, New UD typographie, voilà, c'est une commande PowerShell qui me permet d'afficher un titre d'une certaine taille. Alors, j'ai une petite application sous le coude que je vais vous montrer vite fait. Et puis, on va finir là. Ici, j'ai un petit dashboard. J'espère que ça va marcher. Hop. Donc, je vais sauvegarder. Donc là, vous voyez, en fait, c'est une page web qui exécute du PowerShell. Donc, vous voyez, ici, c'est une feuille de style CSS. En fait, j'ai un thème
en fait, c'est une table de hash qui sera convertie sous forme de feuille de style CSS. Là, je crée une page et puis je crée à l'intérieur de ma page new UD row, je crée une ligne que je partage en colonnes. Voilà. Et puis à l'intérieur de chaque ligne et colonne, eh bien, je vais exécuter du texte, enfin des commandes PowerShell, pardon. Donc vous voyez, par exemple, ici, je fais un get process et je vais récupérer donc, tous les process triés par la propriété CPU, voir ceux qui consomment le plus de temps CPU. Donc on va aller voir ma page. Alors, elle a dû se rafraîchir. Non, je ne l'ai pas sauvegardé. Ah oui, ouais, non, j'ai pas configuré Git, bien vu. Effectivement, il l'a pas sauvegardé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer en local, puisque elle est en local, ma page. Dans AppData, local. Alors, non, pour gagner du temps, je vais plutôt aller dans PowerShell Universal. On va l'éditer ici. Ouais, je pense que je peux tout remplacer. Et voilà. Et donc, voilà, c'est juste pour finir sur un petit dashboard qui est en réalité un dashboard dynamique qui alimente. Voilà, donc c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire vraiment. Alors, j'ai dépassé un peu le temps. On a passé peut-être un petit peu trop de temps sur les API, mais les API, c'est la base en fait du produit parce que c'est très intéressant de créer des API. Et là, c'est pour vous montrer qu'on peut créer des formulaires avec des champs de saisie assez facilement. Et puis, on peut créer toutes sortes de diagrammes, des camemberts, des courbes, des moniteurs temps réel. C'est vraiment infini les possibilités qu'on a. Et si vous voulez voir une autre démo de ce que vous pouvez faire avec PowerShell Universal, vous allez sur le site de l'éditeur. Alors, je vais retourner sur ici. Donc, vous allez sur le site de l'éditeur, PowerShell Universal. Oui, alors, juste deux choses. Donc, pour avoir une version complète d'évaluation, soit vous me contactez et puis je peux vous créer des jetons, parce que là, par défaut, c'est 15 jours, c'est un peu court. Donc, vous allez, mais si vous voulez le générer, vous allez sur Pricing et vous cliquez ici sur Trial Key. Voilà. Mais voilà, je peux vous générer des clés qui valident 1 mois, 2 mois. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est vous avez la documentation qui est pas mal faite aussi. Voilà, c'est ici. CPSU in Action, eh bien, c'est un peu le showroom de tous les composants que vous pouvez utiliser dans PowerShell Universal. Alors, pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Ma machine, elle rame vraiment. Voilà, donc ça vous montre comment, enfin, tous les différents composants qui sont à votre disposition, et puis le code pour les générer. Vous voyez, hein, on a des choses intéressantes. Hein. C'est très chouette tout ce qu'on peut faire. Après, dans les inputs, voilà, on a des boutons de toutes les formes, de toutes les tailles. On a des checkbox, on a des date pickers pour choisir des dates. Enfin, vous avez vraiment la possibilité. C'est infini tout ce que vous pouvez faire. Et puis, si vous êtes un petit peu à l'aise avec CSS, eh bien, vous pouvez encore aller plus loin pour faire des très très belles interfaces graphiques. On peut changer le code là directement? Non, on ne peut pas changer le code là directement. Mais on peut intégrer du CSS, oui, oui. On peut aussi exporter sur des sites web. Exporter du CSS, je ne crois pas qu'on puisse le faire.
Et vous voyez, donc voilà, il nous dit, pour créer ce line chart, le code, il est juste en dessous. Voilà, donc il faut des données, bien sûr. Et puis, une fois qu'on a les données, on a une commande, new ud chart.js. Voilà, et puis on lui passe les données. On lui donne un petit peu d'attributs, la hauteur, la largeur, et puis ça donne des choses comme ça. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me contacter en direct si vous voulez des clés de licence ou des devis pour votre entreprise. Voilà. Merci pour votre attention. Oui, il y a une question. Le licensing, ça se passe comment? Alors, le licensing, vous avez des informations ici. C'est une licence par serveur et par an, en fait. Donc, quand vous achetez une licence, elle est valable 1 an. Pendant 1 an, vous avez les mises à jour. Mais elle continue à marcher au bout d'1 an si vous ne renouvelez pas la licence. Mais vous n'aurez plus de mise à jour, tout simplement. C'est des licences perpétuelles, valables 1 an. Et puis, donc, c'est vraiment pas cher. C'est $500 par serveur. En entreprise, c'est vraiment peanuts. C'est quoi les enterprise features? Eh bien, on les a ici dans les comparaisons. C'est qu'on va pouvoir, vous voyez, donc limiter le rate limiting sur les API REST, c'est-à-dire combien de requêtes on accepte en connexion entrante. C'est toutes les fonctionnalités d'entreprise, en fait. Tout ce qui est contrôle d'accès, des triggers pour déclencher des choses en fonction d'action. Plateforme. Voilà. C'est vraiment des fonctionnalités d'entreprise. Mais avec la version free, on fait déjà plein de choses. Vous pouvez faire vos prototypes en version free, puis après, si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, vous achetez une licence. Oui. Le support, ça se passe comment? Alors, il y a un support dédié auprès de l'éditeur, chez Ironman Software. Mais si vous passez par moi, je fais un premier support. Et si j'y arrive pas à faire le support, j'escalade auprès de Ironman Software qui ira chez Adam, worldwide américain. Ah, Ils sont aux États-Unis. Ouais.